Je suis Anne Pioz, psychothérapeute, et je vous accompagne à retrouver une relation sereine et intuitive avec votre alimentation. La pleine conscience du pouvoir est un podcast qui vous accompagne à reprendre le pouvoir dans votre relation avec la nourriture, à sortir des injonctions de la culture des régimes et à ne plus vous sentir seul avec tout ça. Dans ce podcast, je partage des outils, des réflexions. Je vous parle aussi de pleine conscience et d'introduire dans votre quotidien plus d'observation de votre propre fonctionnement. Je vous propose également des témoignages de femmes et d'hommes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreux à nous retrouver pris au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Bienvenue dans l'épisode 74 du podcast La pleine conscience du pouvoir. Je vous propose aujourd'hui de rencontrer Mathilde, qui est la créatrice du site internet et du podcast No Rain, No Flower. J'ai connu Mathilde grâce à une personne que j'accompagne et que je remercie au passage d'ailleurs, qui m'a parlé de toute l'aide qu'elle trouve dans son processus de guérison de l'anorexie grâce au blog et au podcast de Mathilde, et particulièrement dans les articles qu'elle a écrits sur le thème de la faim extrême. Ce phénomène, nous allons en parler aujourd'hui avec Mathilde, reste, il me semble, encore trop peu connu, à la fois des personnes qui souffrent de troubles des conduites alimentaires, mais aussi des professionnels de santé qui les accompagnent. Aussi, nous allons entrer dans le cœur du sujet, au cœur entre autres de la faim extrême grâce à Mathilde. J'avais également envie qu'elle nous parle un peu plus de son parcours en tant que personne qui a souffert de TCA, et je suis aussi curieuse de connaître le processus qui l'amène aujourd'hui à proposer ses contenus ainsi que son programme Pulsion de vie qui propose d'accompagner cette traversée de la faim extrême. Bonjour Mathilde. Bonjour. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour venir nous parler de ton expérience et puis aussi, voilà, comme je le disais juste avant, de ce parcours qui t'amène aujourd'hui à transmettre en fait ce que tu as compris, appris de toute cette expérience. Donc, est-ce que tu as envie de te présenter un petit peu plus pour les personnes qui nous écoutent ? Oui, du coup, Mathilde, 27 ans, j'ai souffert de 6 ans de troubles alimentaires. Alors je dis 6 ans, c'était surtout 3 ans d'anorexie restrictive, sévère, et puis ensuite, du coup, on n'en sort pas du jour au lendemain, donc j'ai eu 3 autres années, on va dire, d'alimentation troublée, où j'ai eu des micro-rechutes. Donc 6 ans de troubles alimentaires, et ça fait 2 ans du coup que j'ai sorti No Rain No Flower pour partager mon expérience et puis aider aussi ceux qui en souffrent. Et est-ce que ça te va d'entrer un petit peu plus en détail dans cette traversée des TCA, comment ça a commencé, Oui. les étapes que tu as traversées, si tu vois? Alors du coup je suis tombée malade quand j'avais 19 ans, donc c'était en 2015. J'étais dans un voyage à l'étranger pendant 3 mois, dans un stage dans le cadre de mes études. C'était la première fois du coup où je devais gérer seule mon alimentation et j'avais envie de perdre un peu de poids. Donc, j'étais aussi en post-rupture et j'ai commencé à tout calculer les calories, à faire vachement attention à ça. Au début en fait ça partait quand même d'une bonne intention de manger mieux. Mais au final, j'ai commencé aussi à avoir une obsession autour de mon poids où je me pesais tous les jours, jusqu'à plusieurs fois par jour. Et j'ai développé énormément d'hyperactivité dans cette même période. Oui. Mais je connaissais absolument pas l'anorexie à ce moment-là. Je connaissais même pas les troubles alimentaires. Et je me rappelle que j'ai tapé sur Internet, je n'arrête pas de penser à la nourriture. Et je suis très vite tombée sur les termes d'anorexie. Et je me suis dit, oula non, moi c'est pas possible. Enfin, moi je peux pas être dans l'anorexie. Oui, ça peut pas être ça, ouais. Ouais, et en fait, pendant 1 an, je disais que j'avais comme de l'anorexie, mais je n'admettais pas à être malade. Pour moi, c'était pas possible. C'est un peu une phase de déni. Et oui, parce que ça veut dire, si je comprends bien, que très vite, tu t'es rendu compte qu'il y avait un souci, en fait, que c'était pas normal, qu'il se passait quelque chose, parce que c'était trop inconfortable, trop difficile à vivre. J'avais trop d'obsessions autour de mon corps et de la nourriture. Jamais j'avais été comme ça. Enfin, j'ai jamais été bien dans mon corps, mais j'ai jamais eu de problème avec la nourriture. Mais j'ai toujours repensé être la plus grosse de mes copines. Enfin, c'était toujours dans ma tête depuis vraiment enfant. Mais pour autant, ça m'a jamais eu d'impact dans ma vie. Mais quand je dis que vraiment j'en ai eu conscience très vite, c'est au bout de 3 premières semaines, quoi.
Et du coup, au bout d'un an, moi à cette époque-là, j'habitais à Lille et j'ai appelé Fontan 2, qui est au CHU, c'est un hôpital qui est spécialisé dans les troubles alimentaires. Et donc j'ai appelé pour prendre un rendez-vous. Et mais bon, j'ai été au premier rendez-vous et après j'ai vachement décalé les autres rendez-vous. J'étais toujours un peu dans cette phase de déni. Et puis on va dire que c'est surtout en 2017, donc 1 an et demi, 2 ans après, où vraiment là j'ai eu la phase la plus grave de l'anorexie. Quand je dis grave, c'est pas forcément du tout en termes de poids, parce que le trouble alimentaire, c'est pas une maladie physique, mais mentale, c'était vraiment en termes de mental. Oui. C'est là d'ailleurs où j'ai commencé à connaître mes premières, ce que j'appelais compulsions alimentaires à l'époque, parce que je connaissais pas le terme faim extrême. À ce moment-là, c'était surtout sur des aliments qu'au final je m'autorisais quand même, parce que c'était surtout du pain, du yaourt, des pommes. Et en fait, c'était en fin de repas. À chaque fois, c'était en fin de repas. Mais malheureusement, je reprenais le contrôle dessus. Je dis malheureusement parce que dans les troubles alimentaires, j'ai compris qu'au plus on contrôlait, au plus on perdait le contrôle en réalité. Et puis là, j'ai eu un genre de syndrome de renutrition inappropriée, pas du tout en lien avec mes compulsions alimentaires. Sur le papier de l'hôpital qu'ils m'ont donné en sortant, c'était écrit un syndrome de la pince aorto-mésentérique. Mais bon, ça y ressemblait. Tu étais hospitalisée à ce moment-là alors ? Au moment où j'ai fait ça, j'ai été en réanimation du jour au lendemain. D'accord. Et après mes 10 jours de réanimation, j'ai demandé à être hospitalisée en troubles alimentaires pendant 3 mois. Et ce qui t'avait amené en réanimation, c'était un poids qui était trop descendu, c'était des malaises. C'est ce syndrome ce que j'appelle un syndrome de renutrition inappropriée. Après, ça s'appelle ce que je viens de te dire. Tu peux nous en dire un peu plus alors de ce syndrome-là ? J'avais fait un épisode là-dessus parce que c'est quand même très technique et en fait, c'est là dans mon cas, je parlais dans mon cas en tout cas, et vraiment en vulgarisant les choses. Les médecins, depuis plusieurs temps, me demandaient que je rentre en hospitalisation à temps complet. C'était pas imposé, mais moi je ne voulais pas parce que je me disais mais ils sont fous, enfin ils se rendent pas compte que moi je suis pas si malade que ça. Oui, c'était ce déni qui continuait à ce moment-là. Oui, clairement. Et ils m'ont dit je vais prévenir le service de réanimation que vous allez arriver du jour au lendemain. Et je me disais vraiment qu'ils étaient fous. Et en fait, un matin, je me suis réveillée et j'ai tout de suite senti qu'il se passait un truc en moi. Parce que j'étais extrêmement fatiguée, j'ai eu extrêmement du mal à me lever de mon lit. Et en fait, ce matin-là, j'ai eu très peur de mourir. Je me disais, ça y est, je vais mourir aujourd'hui. Et j'ai eu tellement peur que du coup, j'ai mangé comme si de rien n'était. Comme si que j'étais plus malade. Sauf que du coup, j'ai mangé très 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 peu avant et d'un coup j'ai mangé beaucoup. Donc du coup j'ai eu des douleurs abominables au ventre au point où je ne pouvais plus marcher. Et vraiment c'était, je sentais mon cœur qui ralentissait tout ça. J'ai vraiment cru que je mourrais ce jour-là. Donc mes parents, par chance, j'étais chez eux ce jour-là et ils m'ont emmenée aux urgences. Et du coup, en fait c'était un peu, enfin vraiment là je vulgarise, mais c'était... mes intestins qui s'étaient bloqués, en fait, c'est comme ils tournaient tellement au ralenti que c'était trop de quantité de nourriture d'un coup pour eux. Oui, c'est ça, ok. Ils n'arrivaient pas à gérer ça, en fait, cette quantité-là de nourriture. C'est ça. Donc, du coup, j'ai été hospitalisée 10 jours en réanimation, qui était une hospitalisation très dure, parce que j'étais tout le temps allongée, j'avais même pas le droit de me laver, même pas le droit d'aller aux toilettes. Enfin, c'était vraiment... très très compliqué, et là je me suis dit bon bah si je retourne chez moi je vais mourir, enfin vraiment je me suis dit ça, et j'ai demandé à être hospitalisée tout de suite sans rentrer chez moi. Et donc j'ai été hospitalisée pendant 3 mois dans un service de troubles alimentaires et ça allait vraiment mieux. Mais en fait je pense que là c'était je sais même pas expliquer, je pense que c'était un peu la maladie qui m'a elle-même menti, mais à peine je suis sortie de l'hôpital j'ai tout de suite rechuté. Et là, j'ai connu 2-3 mois dehors où mon état mental s'aggravait. Et puis là, j'ai connu encore plus de faim extrême, où là, vraiment, j'ai commencé à aller vers des aliments que je ne mangeais pas depuis 3 ans. Donc, c'était souvent des aliments qui étaient plus gras, qui étaient plus sucrés. C'était tout ce que je m'interdisais. C'était énormément de viennoiseries, des muffins, des cookies, etc. Et c'était des moments où j'avais l'impression que je perdais le contrôle de moi-même. Je ne pensais qu'à ça. Et puis, je culpabilisais tellement que je mangeais dans un bout de gâteau. Je le jetais direct à la poubelle. Mais après, je retournais dans la poubelle, continuer de le manger. Et puis, j'avais tellement mal au ventre aussi parce que mon ventre n'avait plus l'habitude. Toujours le même souci. C'était des émotions extrêmement difficiles.
à vivre. Et puis en plus, je culpabilisais tellement que j'alternais entre restriction, compulsion, restriction. Enfin, j'étais bloquée dans ce cercle-là. Oui. Vraiment, c'était la pire période de mes troubles alimentaires. Aujourd'hui, avec beaucoup de recul, je peux dire que c'est celle qui m'aidait en fait parce que c'est mon corps qui disait... Je perdais pas le contrôle en réalité, c'est mon corps qui reprenait le contrôle. Et oui, et ce qui pourrait finalement ressembler à basculer de l'anorexie restrictive à l'anorexie boulimique finalement. Tu vois, si on reste dans des termes hyper médicaux, c'est ça peut-être que tu te disais, quoi. À ce moment-là, j'étais persuadée que je devenais soit hyperphagique, soit boulimique, parce qu'on dit tout le temps que on passe très vite d'un extrême à l'autre, etc. Il y a peut-être des cas, il y a certainement des cas où ça l'est réellement. De toute façon, dans tous les cas, il vaut mieux être accompagné par des médecins qui pourront eux-mêmes établir un diagnostic. Moi, j'étais persuadée de ça, mais aujourd'hui, avec la connaissance que j'ai, le recul que j'ai surtout, je sais qu'en fait, c'était une réponse biologique de mon corps qui n'en pouvait plus. Parce qu'en fait, là, du coup, dans les 3 mois après mon hospitalisation où je suis ressortie dehors, j'avais encore plus augmenté la restriction, encore plus augmenté l'hyperactivité, donc mon corps n'en pouvait plus. C'était sa façon de dire « je veux vivre ». C'est ça. Donc après ça, je suis retournée à l'hôpital parce que j'ai redemandé à être hospitalisée. Et du coup, après ma 2e hospitalisation, j'ai eu une grosse période de faim extrême. C'est là où mon processus de guérison a vraiment plus avancé parce que j'ai mis plein de choses en place. J'ai travaillé pour accepter cette faim extrême. C'était indispensable. Et puis voilà, petit à petit, je suis allée vers la guérison jusqu'à en sortir. Et il y a les professionnels de l'hôpital qui continuent à t'accompagner là en hôpital de jour? Un peu, j'ai demandé à sortir de ma 2e hospitalisation en fait parce que je trouvais qu'à un certain moment, c'était contre-productif pour moi. Et en fait, ma 2e hospitalisation, je l'ai vraiment fait main dans la main avec les médecins, dans le sens où je leur disais quand je sentais que c'était bien, etc., quand je sentais que c'était plus compliqué. Et du coup, ils m'ont dit, ok pour sortir, mais par contre, il faut vraiment pas rester sans rien. Et à ce moment-là, j'ai vraiment entrepris des grands changements parce que j'ai fait même une pause dans mes études. J'étais à ce moment-là en Master 2 dans une école de commerce, plus alternance. Donc j'avais un rythme quand même assez soutenu et c'était inconcevable pour moi d'arrêter, mais en même temps je me suis dit, t'as qu'une vie. Et la santé, c'est l'important. Mais oui, ça n'a pas dû être une décision facile à prendre. Non, pas du tout. On en avait discuté, alors je ne sais plus le numéro de l'épisode, mais dans le témoignage de Fanny, où elle aussi, elle a fait une pause d'1 an dans ses études pour prendre soin d'elle. Et ça a vraiment été la meilleure chose à faire pour elle, comme pour toi, j'entends. Vraiment te consacrer à 100% en fait à ce processus. À ce moment-là, c'était la décision la plus difficile de ma vie. Et j'ai fait aussi un épisode de podcast sur tout mon process de réflexion, toutes les choses les prises de conscience que je me suis dit et qui m'ont aidée pour ça. Mais ce que je dis tout le temps, par contre, c'est que si tu fais une pause, faut te prévoir, par contre, de pas faire cette pause pour ton trouble alimentaire, c'est-à-dire de pas augmenter l'hyperactivité, etc. Mais oui, ça pourrait être le piège, en fait. Ouais. Ça, c'est le piège. Et du coup, c'est pour ça que moi, à ce moment-là, j'ai augmenté aussi l'accompagnement avec plusieurs professionnels. Par exemple, j'avais commencé aussi la sophrologie. J'avais, du coup, ma psychiatre de l'hôpital, plus une psychologue aussi à côté. Et après, j'ai commencé à m'impliquer dans des projets. Quand je dis des projets, c'est pas forcément des trucs incroyables. C'est plus aller à la rencontre de moi-même, entre guillemets, créer des choses, commencer des activités artistiques, passer du temps avec mes animaux de compagnie. Enfin, en fait, faire des choses ressourçantes. Voilà, c'était hyper important aussi pour se reconstruire après un trouble alimentaire. Oui, il y a vraiment eu 2 périodes d'hospitalisation, mais tellement différentes. J'entends qu'il y a ton état d'esprit qui a vraiment switché à un certain moment. Et t'as une idée de ce qui a facilité ça? Ou peut-être que c'est juste un ensemble de choses Alors, dans tous les cas, oui, c'est un ensemble de choses. Je pense qu'il y a des personnes qui ont vraiment des déclics. Moi, je pense que j'ai eu une multitude de petits déclics. Déjà, je lisais beaucoup de livres de développement personnel, ce qui m'a aidé à changer un peu mon mindset. Et aussi, le temps. Enfin, c'est vraiment la patience, c'est important dans les troubles alimentaires. Et puis, aussi, prendre conscience que j'avais qu'une vie, que la santé, c'est vraiment ça le plus important. Apprendre aussi. Enfin, moi, j'ai vraiment lu énormément de choses et j'étais surtout, c'est ce que je dis, ce qui est important, c'était que je me faisais un peu une autothérapie dans le sens où j'étais tout le temps en train de faire de l'introspection de moi-même. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément aidée. Je me rappelle que j'avais un médecin qui m'avait dit, c'est votre
lucidité et votre en fait connaissance de vous-même qui vous aidera à sortir de cette maladie. Et moi, j'ai beaucoup utilisé l'écriture pour ça. Dans mon journal, j'avais plein de journaux en fait, à terme, parce que j'écrivais beaucoup. Mais ça, je pense que ça aide vraiment beaucoup aussi souvent, je me faisais des points d'état des lieux pour me dire où j'en suis, où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que je ne veux pas me voir, à quel moment je me voile la face. Enfin, j'essayais d'être toujours consciente des choses en fait. Oui, avec beaucoup de clairvoyance, hein, j'entends. De clairvoyance et de maturité aussi, parce que alors ça veut pas dire que t'es vieille aujourd'hui, mais t'es très jeune, quoi. Et oui, j'entends vraiment une sacrée maturité chez une jeune femme de, je sais pas quel âge t'avais après cette deuxième hospitalisation. Deuxième hospitalisation, 21-22. Eh oui, donc voilà, ça reste très jeune, enfin. Ouais. Donc beaucoup de. Et puis j'entends de pouvoir petit à petit prendre du recul, analyser les choses. Quand tu parlais d'autothérapie, d'introspection, d'autoréflexion. Alors, même si je pense qu'il y a un moment où on peut buter, et c'est là que l'aide extérieure vient compléter. Ah oui, clairement. Avec les professionnels qui t'accompagnaient, mais il y avait aussi tout ce travail que tu faisais, toi, de ton côté, quoi. Cet arrêt dans tes études a vraiment facilité ça. Ah oui, ça c'est sûr et certain. Et oui, et je reste aussi avec ce que tu disais de l'attention par rapport à cet arrêt, que ce ne soit pas la maladie qui prenne le dessus et qui se dise ouais super, c'est à mon service en fait. Non, parce que ça m'est arrivé. Eh oui, tu l'as expérimenté. Avant cette pause, j'ai eu un mi-temps thérapeutique où du coup j'étais à 80 ou 50%, et au début j'en profitais pour aller encore plus à la salle de sport en fait. Et oui. Donc c'est indispensable de se mettre un plan d'action en fait. Un plan d'action bienveillant et qui n'est pas pour se détruire, quoi. Exactement, ouais. En fait, il faut toujours se poser la question, est-ce que mon action va renforcer ma guérison ou mon trouble alimentaire ? Oui, et puis d'avoir la clairvoyance de se poser la question, tu vois, avant de se laisser embarquer, en fait. Parce qu'il y a souvent ça qui se passe, la maladie embarque dans des actions avant même qu'on puisse voir, que c'est elle qui parle. C'est sûr, parce que là, je raconte mon histoire comme ça, on a l'impression que tout est beau, tout rose, la réalité, elle est tout autre. Et il y a bien des fois, d'ailleurs, où la maladie a gagné. Enfin, c'est normal, hein, mais c'est normal parce que c'est une maladie, que c'est hyper dur, c'est une maladie très, très difficile à se battre. Mais c'est une maladie aussi, il faut justement, c'est ça qui est épuisant, mais il faut constamment toujours chercher à se battre, mais aussi être bienveillant avec soi, et les moments où la maladie, elle est plus forte, c'est très difficile, mais souvent on a tendance à dire ça y est, du coup je vais jamais m'en sortir. Mais non, c'est pas parce qu'elle a gagné une fois qu'elle va tout le temps gagner. Oui, c'est vraiment cette constance en fait, et d'arriver à pas se décourager dans ces. Moi je parle souvent de ce processus en dents de scie où qui suit ce fameux point arrière là de couture. Donc je sais maintenant, grâce à certaines de vous qui m'ont dit enfin que c'était ça, un point arrière en couture, mais bref, qui permet d'avancer malgré le fait que oui, il peut y avoir des reculades, mais c'est pas vraiment des reculades finalement. C'est du renforcement. Je trouve que tous les jours négatifs, les jours pluvieux, c'est des jours qui t'aident. En fait, c'est des jours qui comptent aussi, parce que c'est aussi comme ça que tu arrives à mieux comprendre quels sont tes déclencheurs, comment tu peux mieux te battre contre. Et en fait, ils sont importants finalement. C'est en tombant qu'on apprend à marcher. Donc, exactement. Mais bien sûr. Mais oui. Alors, je te propose, Mathilde, d'entrer un peu plus dans le vif de ce sujet autour de la faim extrême, de ce phénomène-là. Je ne sais pas si on peut dire phénomène. Enfin, je sais pas. Tiens, comment tu nommes ça, toi, la faim extrême Ouais, une étape de la guérison, sachant que c'est pas une étape indispensable à la guérison. Tout le monde ne vit pas la faim extrême. Et tout le monde ne la vit pas non plus de la même façon. Donc, c'est pas parce que je l'ai vécu de cette façon-là que les autres la vivront comme ça. Alors, pourquoi on l'appelle la faim extrême ? Raconte-nous. Faim extrême, c'est... je pense que ça vient vraiment de la traduction littérale anglaise « extreme hunger ». Mais en réalité, c'est presque pas approprié comme terme, parce que extrême, ça paraît très péjoratif, alors que c'est plus une faim qui est mesurée suite à la restriction en fait que le corps a subie. C'est une faim de guérison
On peut aussi l'appeler comme ça et qui est plus positif, je trouve. Mais oui. Et en fait, c'est une période par laquelle certaines personnes peuvent passer, sachant que c'est pas forcément une période de temps définie, c'est-à-dire que certaines personnes peuvent la connaître de temps en temps, certaines personnes peuvent la connaître à un moment donné, comme le soir par exemple, certaines personnes peuvent la connaître pas de façon linéaire, ça dépend vraiment, ça s'exprime différemment selon la guérison de chaque personne. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon d'avoir la faim extrême, mais en fait c'est une période durant laquelle on va avoir vraiment très envie de manger. On peut ressentir les signes de faim, mais pas forcément en fait. On peut aussi avoir comme une obsession le fait de vraiment penser à ça, en fait, ce qu'on appelle la faim mentale, qui est aussi c'est pas dans la tête, elle est réelle, mais en fait, c'est souvent on va facilement se diriger aussi vers des aliments qui sont plus énergétiques en fait, qui vont être plus tout des choses qu'on s'est souvent interdit. Donc il y en a, ça peut être même de la viande en fait, ou des féculents comme des pâtes, etc. C'est souvent, en échangeant avec pas mal de personnes qui ont traversé ça, c'était plus aussi des choses sucrées, des gâteaux, des choses industrielles, de la glace, enfin, tout des choses que en fait la personne catégorise comme mauvais. Et en fait, pourquoi ? Parce que le corps a besoin d'énormément d'énergie. De un, alors c'est parce qu'on se l'est interdit. De deux, c'est parce qu'il a besoin de beaucoup d'énergie. Et en plus de ça, avec la restriction, le système de digestion c'est un peu ralenti, donc digérer des gros plats de légumes ou de fruits, ça prend beaucoup d'énergie. Exact. Alors que des petits aliments qui sont plus énergétiques, c'est plus facile pour lui à digérer. Donc forcément, il va se diriger aussi vers ça. C'est vraiment une intelligence du corps, tu vois, j'entends, qui va aller donner cette envie spécifique en fait d'un aliment qui va répondre rapidement et efficacement en fait à ses besoins à ce moment-là. Et j'aime aussi que, quand tu parles alors de fin de guérison, moi j'aime beaucoup ce terme parce qu'effectivement il est moins péjoratif et puis il peut faire moins peur aussi que faim extrême. On se dit, on en parlait juste avant d'enregistrer, mais ça peut aussi effrayer des personnes qui vont se dire mais moi j'ai pas envie de connaître ça en fait. Mais oui, c'est normal. Et que c'est aussi, si j'ai bien compris, tu vas me dire, en regard de la restriction qu'il y a eu de l'autre côté finalement, ça va venir rééquilibrer les choses finalement. C'est ça. En fait, quand tu dis c'est l'intelligence du corps, c'est vraiment ça, et c'est vraiment une réponse biologique du corps. Et j'avais fait un épisode de podcast, je sais pas si tu connais, sur l'expérience de la famine qui a été menée dans le Minnesota de Ansel Keys. Oui, tout à fait, oui. Résume-la nous si tu veux, malgré tout. Hein. Je vais parler surtout du point qui concerne un peu, on va dire, la faim extrême, mais en fait, c'est une expérience qui a été menée après la Seconde Guerre mondiale, donc sur des hommes, pour permettre à ceux qui étaient partis à la guerre, qui du coup avaient été un peu restreints dans leur portion alimentaire, de voir comment réintroduire l'énergie qu'ils n'avaient plus, l'alimentation, sans que c'est un impact négatif sur leur santé. Donc l'expérience, elle a consisté à diminuer par 2 la ration. Donc ils étaient entre 1500 et 1600 calories par jour du coup, pendant 6 mois. Et les conséquences ont été assez désastreuses, alors que parfois dans les troubles alimentaires, des personnes vont bien en deçà et pendant plus longtemps. Donc c'est dire. Et en fait, y a ces personnes-là qui du coup n'avaient absolument pas de troubles alimentaires, parce qu'elles ont eu avant des tests psychologiques et physiques, elles n'avaient absolument pas de troubles alimentaires. Et pourtant, pendant la phase de réalimentation, elles ont commencé à avoir, alors à l'époque ils ne connaissaient pas, et en plus c'était pas du tout dans le cadre des troubles alimentaires, et donc ils ont appelé ça des périodes de frénésie alimentaire. Ils ont même parlé de boulimie, mais encore une fois c'est parce qu'ils ne connaissaient pas non plus. Et en fait ils ont eu une première période où on leur donnait une ration alimentaire qu'on augmentait de plus en plus, et ensuite il y a eu une période où ils pouvaient manger ce qu'ils voulaient en fonction de leur faim. Et les scientifiques ont remarqué que certains des sujets allaient jusqu'à 10 000 calories par jour. Et ils mangeaient d'une façon obsessionnelle, très vite, en grosse quantité. Parfois, ils mangeaient 3 repas pendant un seul repas. Et donc, en fait, du coup, là, moi, quand j'ai vu cette expérience, je me suis dit, mais si j'avais su ça avant, ça m'aurait tellement rassurée, parce que ces personnes-là qui n'avaient absolument pas de troubles alimentaires, elles ont eu ça. Donc, c'est vraiment physiologique. Enfin, en fait, c'est vraiment le corps, quoi. C'est une réponse du corps normale
après la restriction, quoi. Oui, et d'ailleurs, tu vas me dire si je me souviens mal, mais il me semble que les personnes qui ont, donc les hommes qui ont subi cette expérience, parce que quand même, c'était pas très sympa, ouais, quoi. Ils ont continué à avoir une alimentation un peu compliquée pendant un certain temps. Hein, pendant un an, ils ont pris un peu plus d'un an, mais en plus, un an, ça paraît peu pour des personnes qui ont des troubles alimentaires, mais il faut se rappeler que justement, ils n'avaient pas de troubles alimentaires et quand eux, ils ont recommencé à manger, ils ont continué de remanger et d'augmenter. Ils sont pas repartis dans de la restriction, de l'hyperactivité. Oui, donc c'est dire aussi le temps que ça peut prendre, en fait. C'est ça. Oui, donc tu disais, si j'avais eu connaissance, en fait, de cette expérience avant, ça m'aurait rassurée quand même, parce tellement. que tu étais complètement paniquée. Enfin, comment tu vivais ça? Oui. Moi, au début, je l'ai eu une fois de temps en temps. Ensuite, comme moi, j'augmentais encore plus la restriction. En plus, dès que j'avais ça, mais je me disais, j'ai un problème, je fais mal les choses. Donc, du coup, j'augmentais les restrictions, l'hyperactivité et tout, et mon obsession sur la nourriture. Donc, en fait, ça s'est amplifié. Et donc, après, j'en ai eu tous les jours, jusqu'à plusieurs fois par jour, certaines fois. Et du coup, à ces moments-là, je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. J'étais complètement perdue. J'étais quand même suivie par une psychiatre, du coup, qui était très qualifiée, qui était vraiment géniale, à l'hôpital des troubles alimentaires, qui me disait, elle, que c'est normal, mais on ne parlait pas à ce moment-là. En fait, il n'y avait pas de nom. Je sais pas comment expliquer, mais je n'avais pas quand même la réassurance. On m'expliquait pas exactement ce qui se passait dans mon corps. Oui. Alors que moi, je trouve que généralement, tout ce qui m'a aidé à sortir de mes troubles alimentaires et même dans ma vie, dans la guérison générale de mes blessures de ma vie, c'est en comprenant ce qui se passe dans mon corps et mon cerveau. Je trouve que prendre conscience des choses aide énormément au changement et à être rassurée et tout. Je me rappelle vraiment d'un moment précis où j'étais dans mon lit, c'était genre 11h et c'était déjà ma première ou deuxième compulsion de la journée, parce qu'à ce moment-là, encore une fois, je parlais de compulsion. Et je me suis dit, mais le jour où j'en sors, j'aiderai les gens qui sont là-dedans, parce que là, en fait, je cherchais de l'aide et je ne trouvais rien. Enfin, à l'époque, bon, c'était pas il y a si longtemps, mais quand même, il n'existait absolument pas de contenu là-dessus sur Internet. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'en fait, j'en parle. Et en fait, en parlant, j'ai commencé à en parler il y a 2 ans. Et quand j'en ai encore reparlé là récemment, à chaque fois, j'ai des messages des gens qui me disent « Mais waouh, merci, enfin, je pensais que je devenais folle. » C'est ça. Ce que tu confirmes, c'est que ce phénomène-là, en fait, il n'est pas tellement connu et documenté, ou peut-être dans le milieu anglo-saxon, parce que tu disais qu'il y avait un nom qui était donné de l'autre côté de l'Atlantique ou en Angleterre, je ne sais pas où, mais... Ça, de toute façon, je trouve qu'aux États-Unis, au Canada, ils ont quand même une avancée sur la santé mentale par rapport en France. Mais après, je trouve quand même que par contre, depuis quelques mois, alors peut-être que ça fait un peu plus longtemps, mais moi j'ai l'impression depuis quelques mois qu'on en entend quand même beaucoup plus parler sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que moi, en tout cas, quand je le vivais, donc en 2017-2018, on n'en parlait vraiment pas. Oui, alors effectivement, moi je suis comme toi, je vois plusieurs personnes qui en parlent. Alors d'ailleurs, Caroline du compte Appétit Libre qui avait enregistré son témoignage aussi sur le podcast. Alors je me souviens plus du numéro, mais on vous le mettra dans l'article de blog qui accompagne cet épisode. Caroline en parlait de ce phénomène-là parce qu'elle l'a vécu aussi. Alors je me souviens plus elle comment elle l'a compris, mais il me semble que c'est sa diététicienne en fait qui l'a accompagnée là-dessus. Mais voilà, peut-être que nous, on est un peu biaisés, tu vois, parce qu'on est dans cet entonnoir qui s'y intéresse. Enfin, mais j'ai l'impression, en tout cas, dans les personnes que j'accompagne, que même les professionnels de santé qui les accompagnent ça fait un peu peur, quoi, en fait, ce phénomène-là. Parce que, tu vois, on entend tellement, enfin, ça a l'air d'être tellement, presque... pas systématique, mais on a tellement peur qu'une personne qui souffre d'anorexie développe un autre trouble type boulimie derrière, que si on la voit commencer à ce qu'on va nommer faire des compulsions, en fait, on va paniquer. Enfin, l'entourage de la personne va paniquer. Et même moi, avant d'entendre parler de ce phénomène-là, j'aurais pu être dans cette panique. Enfin, c'est un bien grand mot, mais dans cette crainte-là, en tout cas. Et c'est aussi, tu vois, moi, c'est venu mettre aussi des explications sur les compulsions d'une manière générale, en fait. Et quand j'accompagne des personnes qui souffrent de compulsions, je leur dis toujours, mais la première chose à regarder, c'est est-ce que vous n'êtes pas en restriction
restriction oui, complètement. physiologique, en fait. Oui, Et tout simplement, c'est votre corps, comme tu le disais très bien, qui demande à manger, en fait. Et tu vois, tu apportes un élément de plus, là, dans ma compréhension, qui va se tourner vers les aliments les plus efficaces possibles, oui, en fait. aussi, ouais. Alors, c'est pas systématique et pas toujours, hein, mais ça arrive quand même souvent. Et tu vois, tu as dit restriction physiologique, mais pas que, parce que, en fait, la guérison de la faim extrême, ça passe aussi par le fait que ton corps, il te refasse confiance, et pour ça, il faut aussi arrêter. Alors, c'est très dur, hein, évidemment, là je le dis comme ça de but en blanc, mais c'est bien plus compliqué, mais c'est aussi arrêter la faim mentale, et donc de vraiment, ça demande un vrai travail sur ton rapport à l'alimentation et ton rapport au corps aussi, parce que évidemment il faut travailler sur ton rapport au corps pour mieux accepter la faim extrême, mais de plus catégoriser les aliments comme bons ou mauvais. Bien sûr, mais oui, c'est ce processus parallèle de travail sur la restriction cognitive, hein, bien évidemment. Hein. Mais voilà, c'est vraiment les deux, en fait. Et tu vois, parfois les personnes se disent, en tout cas dans le cadre de compulsions alimentaires, sans aller forcément jusqu'à un trouble des conduites alimentaires, c'est forcément émotionnel, ou je n'arrive pas à me contrôler, ou des choses comme ça. Et en fait, quand on observe la journée de la personne, en fait, particulièrement dans les compulsions le soir, en fait, on se rend compte que elles ont très peu mangé pendant la journée, voilà. Ouais, alors moi j'ai fait beaucoup des compulsions le soir. Le soir. Et en effet, c'est parce que je sauvegardais des calories pour le soir. Malheureusement, c'est quelque chose qui est très fréquent. Et en effet, en fait, ça fait peur parce que souvent, il faut s'autoriser à manger dans la journée pour ne plus faire de compulsion le soir. Sauf qu'au début, même quand tu t'autorises la journée, tu continues le soir, ce qui est normal parce qu'en fait, ton corps, il se remet pas en un jour ni en une semaine, quoi. Donc, c'est très compliqué et c'est pour ça que ça demande vraiment un accompagnement psychologique pour aider à accepter tout ça, parce que c'est vraiment une phase très très compliquée qui demande de la continuité, en fait. Parce que quelquefois, il y en a qui me disent, ça y est, en fait, j'ai augmenté ma ration, je mange mieux, mais pour autant, ça continue. Et ça, le temps est indéterminé. Je veux dire, je pourrais jamais dire à une personne ça va durer autant de temps. Ça dépend vraiment d'énormément de facteurs. Et puis, en plus de ça, le corps a besoin de beaucoup d'énergie pour réparer aussi tous les dommages que le trouble alimentaire a causés. Et la faim extrême, elle s'arrête, entre guillemets, aussi une fois que les dommages se sont réparés. Mais en même temps, quelquefois des personnes me disent mais pourtant là physiquement moi je vais mieux, je devrais plus avoir de faim extrême, mais je leur dis tout le temps tu peux pas voir à l'intérieur de ton corps, peut-être que tes organes, tes cellules, tes muscles ont encore besoin d'énergie, quoi. En fait, souvent on minimise l'impact que le trouble alimentaire a eu sur notre corps. Et oui, et tu disais aussi, c'est imprévisible le temps que ça peut prendre, en fait, ce phénomène-là. Hein. Oui, et c'est pour ça que, encore une fois, c'est hyper difficile. Hein. Moi, c'est vraiment avec le temps que j'ai vu les choses comme ça, mais il faut faire confiance à son corps. C'est que si ton corps, il agit comme ça, c'est pour ton bien. Moi, je dis toujours, ton corps, son but, c'est d'être en vie, donc il n'a pas l'intention de te faire du mal, en fait. Avec beaucoup de recul, moi, j'ai vu ma période de faim extrême comme ce qui m'a permis de me sauver et me guérir de mes troubles alimentaires, parce que sans cette période-là, j'aurais pas retrouvé d'énergie, j'aurais pas pu remanger tout ce que je m'interdisais, et en plus, du coup, comme j'avais plus d'énergie, ça m'a donné de la force pour me battre et puis pour mieux raisonner, en fait, et... Complètement. Alors, j'étais aussi curieuse, mais tu en as déjà un petit peu parlé, de ce qui t'amène aujourd'hui à vouloir transmettre. Alors, tu disais, j'ai bien vu, moi, que ça manquait, en fait, et je me suis dit, et j'ai l'impression que c'était presque même une motivation de plus dans la guérison, le jour où je m'en sortirai, je vais soutenir les autres, quoi. Ouais. C'est vraiment ce processus-là. Raconte-nous un petit peu... Alors déjà, de base, j'ai un peu une passion pour l'humain. J'adore les relations humaines et j'aime beaucoup aider les autres. C'est vraiment un sentiment d'utilité qui me fait du bien. Et ensuite, aussi, je pense que c'est une revanche de toutes les années que la maladie, elle a pu me prendre. Et puis, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est en effet, il y a énormément de choses qu'on ne dit pas dans les troubles alimentaires, qui fait que du coup, il y a des clichés, il y a des idées reçues sur les troubles alimentaires. Et en fait, mon but globalement avec No Rain No Flower, c'est évidemment d'aider les personnes qui souffrent des troubles alimentaires, mais c'est aussi un peu d'éduquer la société sur ça,
Enfin, alors moi, la société n'a pas été la cause de mon anorexie, mais clairement, ça l'a amplifié. Parce que malheureusement, on vit dans une société qui a des valeurs très tournées autour de l'apparence, de la minceur. Et puis, mon autre but aussi, c'est d'aider les proches qui accompagnent les personnes qui souffrent de troubles alimentaires. Et oui, les accompagner à mieux comprendre aussi ce qui se passe pour la personne proche. Et oui, d'ailleurs, j'ai vu que sur ton podcast, il y avait un épisode aussi sur le couple, le couple et les TCA. Et voilà, le rôle du conjoint et comment le conjoint ou la conjointe peuvent soutenir, en fait. C'est ça. Et puis, bien sûr, les parents pour les jeunes filles ou les jeunes femmes qui vivent toujours chez leurs parents. Mais, et toi, ton entourage a été soutenant dans ce processus-là? Oui, franchement, j'ai eu de la chance. Alors après, moi, mes parents ne connaissaient pas du tout les troubles alimentaires. Et donc, globalement, je trouve quand même que finalement, il existe peu de choses pour aider les accompagnants. Donc, mes parents essayaient de faire du mieux qu'ils pouvaient, mais ils connaissaient pas bien. Du coup, ils m'aidaient à leur manière. Mais la façon dont ils m'aidaient, c'était que je leur explique ce qui se passe dans mon corps, que je leur explique encore une fois la maladie et que je leur dise ce qui m'aide ou à l'inverse ce qui m'aide pas. Ça, c'était hyper important. Et sauf que quand on a des troubles alimentaires, déjà on a peu d'énergie et puis on a des grosses fluctuations d'humeur. Donc c'est très difficile parfois d'expliquer, de mettre des mots sur ces mots MAUX. Et c'est pour ça aussi que je fais des contenus pour les proches, pour aider en fait ceux qui sont malades à poser des mots sur ce qu'ils aimeraient dire à leurs proches mais qu'ils n'arrivent pas toujours parce que y a le stress, la colère, les émotions qui s'y mêlent. Et puis après du coup les 3 autres années c'était avec mon conjoint et pareil, j'ai la chance d'être avec quelqu'un qui vraiment s'est intéressé à la maladie, qui a essayé de comprendre. Et puis encore une fois, globalement dans la vie c'est hyper important, mais la communication est indispensable. D'expliquer ce qui se passe et comment tu peux aider, comment tu ne peux pas aider, parce que c'est une maladie, c'est impossible de comprendre. Enfin, moi, mon copain, il me dit tout le temps, c'est impossible de la comprendre. Il comprend mieux, mais c'est impossible de s'imaginer ce que la personne vit. Et vraiment, ça, c'est... À part les gens qui sont passés par là, c'est impossible, parce que c'est tellement ambivalent, c'est tellement compliqué que pour les proches, c'est très, très compliqué. Et je comprends qu'ils se sentent démunis, parce qu'ils voient leur enfant, leur conjoint être détruit par une maladie et ils se sentent totalement impuissants. Mais pourtant, ils peuvent aider. Ouais. Et oui, ils ont leur rôle, quoi. C'est aussi en ça que les témoignages, je trouve, sont précieux quand les personnes viennent parler ce qui se passe à l'intérieur de leur esprit, en fait, et de leur corps, tu disais. Et du coup, même si ça... Voilà, et puis tant mieux si tout le monde ne l'a pas vécu, d'ailleurs, ça remplace pas un vécu personnel, mais ça vient vraiment aider, en tout cas. Et le blog, en fait, tu l'as commencé pendant ce processus de guérison. Tu disais que l'écriture t'avait beaucoup aidé et ça a fait partie du processus aussi. Oui. J'ai commencé mon blog pendant le premier confinement parce que je me suis dit, on est enfermés, il va falloir qu'on s'occupe. Mais par contre, à ce moment-là, je pensais que ça y est, j'étais guérie, les TCA, c'était fini. Et en fait, non. Ça allait clairement beaucoup mieux, mais c'est vrai qu'après, j'ai reconnu des petites rechutes. Mais moi, vraiment, les rechutes, je les vois pas comme quelque chose de négatif. Je dis tout le temps que c'est faire un pas en arrière pour faire 2 pas en avant. Parce que de chaque petite rechute, j'ai appris des choses et c'est ce qui m'a permis de m'en sortir un peu plus totalement. Donc, de 2020 pendant 17 mois, j'ai quasiment rien fait sur mon blog parce que justement, je me protégeais, je pensais à moi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris pendant la guérison des troubles alimentaires, de penser à moi. Et donc du coup je me suis dit j'avais pas forcément l'intention de revenir, je savais pas, j'avais toujours ce no rain no flower dans la tête, mais j'attendais vraiment d'être mieux, d'être saine entre guillemets pour vraiment pouvoir apporter une aide saine du coup. Mais oui, et qu'est-ce qui t'a donné l'idée alors de créer ce programme autour de ce phénomène de la faim extrême? En fait, du coup, ce programme, je l'ai appelé Pulsion de vie et c'est pour ça aussi, c'est un autre terme de faim extrême parce que je trouve que vraiment c'est avec beaucoup de recul que j'ai vu comme ça, mais c'est des pulsions de vie du corps pour vivre. Oui. Et pourquoi j'ai créé ça? Comme j'expliquais tout à l'heure, parce que je n'avais pas cette aide-là quand moi je l'ai vécu. Or, c'est hyper important et tout ce que je dis dedans, c'est en fait... j'explique tout ce qui se passe dans le corps, tout ce qui se passe dans le cerveau, les causes de la faim extrême et les mécanismes par lesquels il faut passer pour qu'elle passe en fait, tout ce qu'il faut accepter et je réponds vraiment à toutes les questions
Parce qu'en fait, on me pose énormément de questions et c'est très difficile pour moi de répondre aux personnes en 1 ou 2 messages. C'est presque frustrant. Sûr. Donc du coup, c'est un programme vidéo en plus, donc les personnes peuvent vraiment retourner voir les vidéos dès qu'ils le ressentent. En plus de ça, ils peuvent aussi y aller la nuit. Enfin, je dis ça parce que quelquefois on m'envoie des messages la nuit, je peux pas répondre. Donc du coup, voilà. Et puis en plus, dans le programme, je propose un e-book, donc il y a 60 pages, donc avec plein d'exercices, parce que c'est aussi des actions concrètes que j'ai mis en place, parce que pour moi, vraiment, les 2 grandes choses qui sont importantes dans la guérison, c'est la prise de conscience, donc comprendre, et l'action, donc mettre en place des choses concrètes. Donc voilà pourquoi j'ai fait ce programme, pour qu'il soit vraiment complet, et qu'il aborde tous les aspects, puisque je parle aussi de l'impact sur son poids, sur son corps, donc d'apprendre à travailler aussi ce penchant-là, parce que c'est hyper important pour accepter sa faim extrême. Et puis j'apporte aussi le côté regard des proches, regard des autres, sur son corps, sur sa façon de manger à ce moment-là. Puis j'aide surtout à surmonter la culpabilité qui est juste après la faim extrême, qui est un peu le moment le plus... phare dans lequel il faut faire et ne pas faire certaines choses pour justement c'est ça. C'est le moment où ça pourrait basculer en fait. C'est ça, exactement. Oui. Et puis je voulais dire aussi que tu proposes quand on va sur ton site des cadeaux aussi si on s'inscrit à ta liste email et j'ai trouvé du coup je me suis inscrite et j'ai regardé, j'ai trouvé que c'était vraiment très précieux tous ces outils que tu proposes, les petites phrases d'inspiration, je trouve que c'est vraiment très chouette. Donc, beaucoup de choses que j'ai mis en place moi-même. Je me rappelle que ce soit dans ma chambre d'hôpital ou dans ma chambre, dans mon appart, j'avais vraiment des affiches partout. En fait, c'est vraiment se plonger, je dis tout le temps, conditionner son cerveau pour la guérison. Faire un environnement positif pour la guérison. Avant qu'on se quitte, Mathilde, parce que c'est déjà le moment de se quitter. Voilà, à chaque fois, je suis avec ce constat. Voilà. Est-ce qu'il y aurait une dernière chose que tu souhaiterais partager ou que tu n'as pas encore partagée ? Alors là, c'est compliqué de trouver une chose à dire. Je pense que là, j'ai déjà dit pas mal de choses. J'ai certainement oublié d'autres choses, mais... Je pense que je vais finir en disant quand même de toujours chercher de l'aide. C'est pas toujours simple parce que parfois on pense que on n'est pas si malade que ça ou que comme on n'est pas en sous-poids, on n'a pas besoin d'aide, alors que vous êtes toujours légitime d'avoir de l'aide, peu importe l'âge, peu importe le genre, peu importe le poids, enfin vraiment toujours. Et c'est très important, notamment dans cette période de faim extrême, d'être accompagnée en fait. Merci beaucoup Mathilde. Merci. Je pense que tu serais OK que les personnes te contactent. Alors qu'est-ce que tu préfères via ton site internet, ton Instagram ? Comme ils veulent, norainNoFlower.com ou norain.noflower sur Instagram. Et bien sûr, nous mettrons tous les liens pour te joindre dans la description de l'épisode, comme d'habitude. Je te remercie beaucoup d'avoir pris ce temps avec nous, Mathilde, ce temps précieux pour nous raconter ton parcours et nous en dire un petit peu plus sur cette fin de guérison. Je vais rester avec cette dénomination-là parce que vraiment j'aime, je la trouve vraiment très très positive. À très bientôt peut-être pour un prochain épisode. Avec plaisir. Et nous vous laissons donc toutes les deux et je vous donne rendez-vous donc dans un prochain épisode de la pleine conscience du pouvoir. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur le blog, à nous laisser un avis sur votre plateforme si celle-ci le permet, et donc à très bientôt.